Élu ce jeudi 8 mai sous le nom de Léon XIV, le cardinal américain Robert Francis Prévost est le 267e pape. C'était à l'issue du 76e conclave de l'Église catholique. Le ministre de la Santé a salué la bravoure de la Croix-Rouge. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ce jeudi 8 mai. Si vous êtes avec nous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la chaîne du repos en religion. Pour commencer cette information en bref et en images, Robert Francis Prévost, le cardinal américain et le 267e pape, élu ce jeudi 8 mai sous le nom de Léon XIV. C'est sous l'accord des 133 cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine au Vatican. Le 76e conclave de l'Église catholique aura duré 2 jours pour trouver le remplaçant du pape François. Notez que Robert Francis Prévost est le 2e pape issu des Amériques. Autre chose, la stabilité de la situation macroéconomique a été confirmée au cours de la réunion du comité de conjoncture économique sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa. À en croire le gouvernement, il ne reste plus qu'à travailler sur la matérialisation de cette stabilité dans la vie quotidienne de la population congolaise. Emeline Kambidi repas. Les efforts consentis dans la stabilisation de la situation macroéconomique deviennent de plus en plus visibles. À ce stade, le gouvernement veut améliorer le quotidien des citoyens. Il retrousse ses manches pour, entre autres, lutter contre les embouteillages et renforcer la sécurité alimentaire. Un compact de résilience sera produit de la semaine prochaine. Nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience pour que le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement, et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur les produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire les volailles, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui des gros importateurs de volailles, alors que c'est des biens que l'on peut produire localement. Le ministre de l'économie est revenu sur les objectifs du dit compact. Notez, la démarche de l'exécutif national vise à répondre aux nombreuses préoccupations de la population suite aux conditions de vie précaires. Et puis le ministre de l'Industrie et des PME, Louis Watoum Kabamba, a accordé une audience à la délégation de la FEC. Cette délégation est venue remettre au ministre de l'Industrie un projet relatif à la célébration de la Journée internationale de l'entrepreneuriat qui se profile à l'horizon. C'était le mercredi 7 mai 2025 dans son cabinet de travail. On en parle avec Bénédicte Kokemonombi. C'est en prélude de la Journée internationale de l'entrepreneuriat que la délégation de la FEC est venue rencontrer le ministre de l'Industrie et de PME en vue d'une grande rencontre de collaborateurs. Il était normal que nous venions rencontrer le ministre qui est en charge des PME et de l'industrie pour pouvoir lui présenter un projet que la FEC est en train de mettre en place, celui d'organiser pour ce jour-là une grande rencontre entre les grandes entreprises et les PME et même les TPE pour essayer de trouver des passerelles de collaboration en business avec ces deux grandes entités nationales. En tout cas, nous avons trouvé un ministre très enthousiaste et très réceptif à notre proposition qu'il a accepté de parrainer et il va accompagner le déroulement du programme jusqu'à la journée du 27 qui sera le bouquet final de ce grand projet. Agrandir l'assiette pour le système financier est entre autres l'objectif de ce projet, a ajouté le président de la commission industrie de la FEC.
Le projet, on souhaite le clôturer le 27 avec un travail qui a commencé déjà et en essayant d'associer les PME, les petites et moyennes entreprises avec les grandes entreprises. Notre objectif, c'est d'agrandir l'assiette pour le système financier et en même temps d'améliorer le contenu local en poussant les entreprises, grandes entreprises à travailler avec les PME et puis essayer de créer des entreprises parce que les PME sont celles qui créent le plus d'emplois au monde et c'est pour ça qu'on veut promouvoir ce réseautage-là pour assurer la création de plus d'emplois. La FEC invite les petites et moyennes entreprises à participer à cette rencontre des entrepreneurs le 27 juin prochain. Des financements et des coachings sont prévus lors de cet événement. Et dans le reste de l'actualité, Christophe Bitassi-Mwabayi est désormais inspecteur général des finances. C'est le chef de l'État qui l'a nommé dans une ordonnance présidentielle. Christophe Bitassi-Mwa remplace ainsi Jules Alinguete qui est désormais en retraite. Le chef de l'État a aussi nommé Emmanuel Senga comme inspecteur général chef de service adjoint de l'IGF. Suivez plutôt la lecture de cette ordonnance présidentielle faite par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, messieurs Bitassi-Mwabayi Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. La commission mise en place s'est réunie le mercredi 7 mai 2025 sous la présidence du VPM de l'Intérieur, maître Jacquemaine Chabani. Il était question d'aborder la question relative à l'insécurité dans les sites miniers causée par la présence irrégulière des hommes en uniforme et armés. Nico Kassanda, reportage. Des questions relatives à l'insécurité dans les sites miniers causées par la présence irrégulière d'hommes en uniforme armés étaient au centre de cette réunion, composée du ministère de l'Intérieur et Sécurité, celui de la Défense nationale, Justice et du ministère des Mines. Cette commission, déjà en phase d'opérationnalisation, aura pour mission d'instaurer des sanctions ciblées et de garantir un environnement de travail sécurisé pour les miniers. Voilà, nous avons tenu une réunion pour la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Cette commission, maintenant, selon les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous pouvons dire que cette commission a été mise en place, les membres ont été désignés, et donc maintenant nous passons dans une nouvelle phase qui est une phase d'opérationnalisation. Vous avez vu, nous nous sommes réunis avec le VPM intérieur, le VPM de la Défense, le ministre d'État également de la Justice, ainsi que les mines. Donc la volonté ici est de pouvoir faire, je dirais, la clarté sur ce qui se passe dans le secteur minier et mettre en place, là où il faut, les sanctions nécessaires et en même temps offrir un service aux miniers pour qu'ils puissent mener leurs opérations dans les meilleures des circonstances. Cette initiative reflète l'engagement des autorités à instaurer un secteur minier sécurisé et transparent en collaboration avec toutes les parties prenantes.
Direction Chambre haute du Parlement pour parler de la validation des mandats de 8 sénateurs élus des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi à la plénière du mercredi 7 mai 2025 au Sénat. Ces derniers ont tout de suite siégé pour la première fois depuis le début de la mandature. Regardez. Au-delà de la validation des mandats de 8 sénateurs, la plénière du 7 mai s'était également penchée sur la validation du mandat du suppléant du sénateur Adolphe Lumano. Les 8 sénateurs sont Marianne Bakiele, Willy Chundala, Papi Kalima et Mabaya Gizi pour la province du Kwilu, et Bila Balebastile, Ngabila Kobanga, Albert Philippe Mobutu Giala et Anastasie Mbako pour la province du Nord-Ubangi. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les noms des 8 sénateurs élus et d'un premier suppléant. Conformément à l'article 11 alinéa 2.2 du règlement intérieur, l'Assemblée plénière va valider leur pouvoir. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces sénateurs élus et un premier suppléant sont validés. En conséquence, je les proclame sénateurs conformément à l'article 229 de la loi électorale, tout en leur souhaitant plein succès dans leur mandat. Notez, les sénateurs s'étaient également apaisantis sur la question orale avec débat initié par le sénateur Célestin Vunabandi, adressé au ministre de Mines concernant la problématique du gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans le projet minier. Suite à une motion incidente de l'honorable Bokechu, les débats qui devaient porter sur cette question n'ont pas eu lieu. L'engagement renouvelé de l'ONU Femmes à accompagner la CENI durant les prochains cycles électoraux a consisté l'essentiel des échanges entre le président de la CENI et la délégation de l'ONU Femmes. C'était le mercredi 7 mai 2025 au siège de la centrale électorale Nico Kassanda. Parmi les points abordés avec le numéro 1 de la centrale électorale figurait notamment l'engagement renouvelé de cette entité onusienne dédiée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes à accompagner cette institution d'appui à la démocratie durant les prochains cycles électoraux comme elle a fait par le passé. Donc nous avons réitéré en tant qu'agence des Nations Unies spécialisée dans la promotion et l'autonomisation des femmes, nous avons réitéré notre engagement à appuyer la CENI pendant tout le cycle électoral, parce que pour ONU Femmes, les élections ne sont pas juste un événement. Donc nous continuons notre collaboration avec la CENI. À Emnaz Gonda de souligner que Denis Kadima constitue une référence pour lui en matière d'élection. Pour moi, M. Denis Kadima n'est pas juste un interlocuteur. Je suis venue d'un pays où, dans ma expérience professionnelle passée, j'ai travaillé au PNUD Tunisie, au projet électoral, avant de rejoindre ONU Femmes depuis très longtemps, en 2011. Donc c'était lui qui avait mis la base de ce projet électoral en Tunisie. Pour moi, à titre personnel, mais aussi professionnel, M. Denis Kadima est une référence en matière d'élection et de respect des standards internationaux en termes d'inclusion de la femme aux processus électoraux. Une des missions dévolues à cette branche onusienne est le renforcement du leadership des femmes et leur participation à la vie politique. Justice, on en parle. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe juge 3 prévenus, en l'occurrence le capitaine Laurent Kamba, l'adjudant Jérémy Bidoulou et Esther Mambola, soldats de 2e classe, poursuivis pour viol par le ministère public. Les faits infractionnels se sont déroulés au centre d'instruction de Kitona, au Congo central. Nico Kassanda, encore une fois de plus.
Au cours de cette audience, le prévenu capitaine Laurent Kamba Moulumba, l'adjudant Jérémy Bidoulou et les soldats deuxième classe Esther Mambola ont tous renié leurs déclarations faites devant l'auditeur militaire de garnison de Kitona au sujet de l'avortement criminel et le viol retenu à leur encontre. La prévenue Esther Mambola, par exemple, a soutenu qu'elle portait en 2024 dans son corps un implant qui l'empêchait de concevoir pendant 5 ans. Elle a ajouté que le lieutenant Maoulam l'avait poussé à avouer le fait sous peine d'être expulsé du centre d'instruction de Kitona par le commandant. Le lieutenant Maoula m'avait appelé pour me dire que mes amis l'ont informé que j'ai provoqué l'avortement dont le responsable de la grossesse était le SD. J'ai répondu que je ne connais pas ces choses car depuis quand j'ai commencé à avoir de relations intimes avec le SD. Il m'a intimé l'ordre de ne dire à personne et que l'affaire se limite entre nous deux. Dans la recherche de la vérité, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par le major magistrat Freddy Eoume Ampia, a décidé de procéder à une commission rogatoire à Kitona au Congo central. Ceci permettra au tribunal d'entrer en possession de la fiche des consultations médicales appartenant à la prévenue Mambola, de savoir si son implant a été retiré après combien de temps et envisager la comparution de l'officier susmentionné. Santé, je l'ai annoncé en titre, célébration ce jeudi 8 mai de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À l'occasion d'une cérémonie officielle, le ministre de la Santé a salué la bravoure de la Croix-Rouge. Emeline Kambi du reportage. Célébrée sous le thème du côté de l'humanité, la cérémonie officielle de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a vécu sous la direction du ministre de la Santé. Le docteur Roger Kamba a salué les efforts consentis par les acteurs humanitaires. Et c'est pour cela que dans votre serment, quand j'ai entendu le mot humanité, je voulais donner mon sens de l'humanité. L'humanité, c'est ce qui nous différencie des animaux, qui nous permettent de tendre la main aux autres, aux plus vulnérables. Et dans votre serment, vous avez dit aussi volontaire. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes le bon côté de la société, le bon côté de l'être humain, parce que volontairement, vous vous levez pour aller tendre la main, pour aller secourir. Le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge est revenu sur la quintessence de cette célébration. D'ailleurs, cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des principes fondamentaux, ceux-là même qui sont le serment de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Depuis leur adoption en 1965, ces principes constituent la colonne vertébrale de notre action humanitaire, garantissant le fait que nous nous tenons du côté de l'humanité, quel que soit le défi à relever. Dans la perspective du 60e anniversaire des principes fondamentaux, nous réaffirmons leur importance toujours actuelle pour façonner l'action humanitaire dans le monde et la nécessité de les respecter, même dans les environnements les plus complexes et contestés, passés et à venir. La spécialité de cette année est la coïncidence avec l'élection d'un nouveau comité, a dit le représentant de la Croix-Rouge RDC. Nous célébrons l'action humanitaire locale et mondiale. Cette journée, à l'occasion davantage d'honorer l'héritage d'Henri Dunant, le volontaire pionnier qui a fondé le mouvement Croix-Rouge il y a plus de 160 ans. Notez que cette célébration a connu la participation de plusieurs autorités du pays ainsi que plusieurs acteurs humanitaires.
Le monde célèbre le 8 mai de chaque année la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge du côté de l'humanité. Et le thème retenu cette année, après plus de 160 ans au service du monde, la Commission internationale de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge rendent hommage aux nombreux volontaires tués lors de leur service. Suivez plutôt cet élément signé Bénédicte Kokemo. C'est le plus grand mouvement humanitaire du monde. La Croix-Rouge détient le record de 80 millions de membres et volontaires autour d'une mission commune, celle de prévenir et soulager les souffrances humaines partout et en tout temps. Le thème choisi par le mouvement international cette année place un accent particulier sur le principe fondamental qui est l'humanité et aussi le socle des objectifs de la Croix-Rouge. Dans une déclaration conjointe du CICR et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, la communauté internationale est appelée à ne pas détourner le regard face aux règles de la guerre qui sont ignorées. Des travailleurs humanitaires sont délibérément pris pour cible lors des attaques contre les communautés auxquelles les travailleurs humanitaires viennent en aide, ce qui est perçu, selon cette déclaration, comme une trahison des lois destinées à protéger les civils et à alléger les souffrances dans les situations de conflit. Ce 8 mai, le mouvement international de la Croix-Rouge se tourne vers la mémoire des nombreux travailleurs volontaires qui ont été tués à Gaza, au Soudan, en Ukraine, en République démocratique du Congo et bien d'autres pays, lorsqu'ils se retrouvaient sous le feu des balles, conduisant des ambulances ou en distribuant de ressources. La communauté internationale de la Croix-Rouge appelle des États et des parties en conflit à agir pour protéger les travailleurs humanitaires en faisant respecter le droit international humanitaire et en défendant l'humanité commune. En sport, les Aigles du Congo, pourtant en tête jusqu'à la 80e minute, se sont inclinés face à Don Bosco 2-1 lors de la 5e journée des playoffs du championnat national. Un revers inattendu qui relance totalement le haut du classement. Shadrack Kenta. Les Aigles du Congo viennent de marquer. Au stade tout-puissant Mazembe, le mercredi 7 mai 2025, le suspense était à son comble lors de la 5e journée du championnat Illico Cash League 1. Les Aigles du Congo, en quête d'une 5e victoire consécutive, ont vu leur rêve s'envoler dans les toutes dernières minutes lors d'une rencontre en rebondissement. Alors qu'ils menaient au score jusqu'à la 80e minute, les hommes de Vidi et Tumanga semblaient tenir leur victoire. Mais le destin en a décidé autrement. D'abord, à la 89e minute, Don Bosco égalise grâce à un but de Quimpe, puis dans le temps additionnel, Kitombo transforme un penalty à la 92e minute de jeu, offrant une victoire inespérée à Don Bosco sur le score final de 2-1. Une première défaite amère pour les Aigles du Congo, qui conservent néanmoins leur première place au classement, mais voient leurs poursuivants se rapprocher dangereusement. De son côté, Don Bosco grimpe dans le top 3 avec 9 points et confirme sa bonne dynamique dans cette phase allée de playoff d'Illico Cash League 1. La pression monte sur les Aigles du Congo qui devront impérativement rebondir lors de leur prochaine journée pour préserver leur statut de leader. Sport toujours, l'ASV Club affiche ses ambitions pour les playoffs Illico Cash League 1. Les Moscovites ont enregistré l'arrivée d'une dizaine de nouveaux joueurs. Objectif, corriger un début de saison en demi-teinte et viser une qualification en compétition interclub de la CAF. Shadrack Kenta revient. Le retour est nouveau pour l'ASV Club de Kinshasa. Le club de la capitale vient d'enregistrer l'arrivée de 10 nouvelles recrues. Un mercato ciblé qui démontre la volonté de l'équipe de se relancer dans la course au titre et une place africaine. Parmi les noms annoncés, Ephraim Lombo, Samuel Nzanga, Chico Ushindi, Varel Rosanne, Juna Chabani, Jacques Tampo ainsi que William Lukuta et Beyugu Mounousi. Le milieu de terrain vient s'étoffer avec l'arrivée d'Isaac Diandelai et d'Exaucé Kabea, tandis que Amos Ngoyi renforce l'arrière-garde. Ces renforts visent à corriger le manque observé lors des premières journées de la phase des playoffs. À travers ce mouvement, le club souhaite retrouver son niveau de compétitivité habituel
est de se montrer redoutable face aux grosses écuries du championnat. Avec une concurrence féroce en tête du classement, le moscovite veut se donner toutes les chances de figurer parmi les représentants de la RDC en compétition interclub de la CAF. Reste à savoir si cette refonte stratégique suffira à relancer l'ASV Club dans une Ligue nationale de football plus que jamais discutée. L'actualité en dehors de nos frontières pour terminer. Au Pakistan, au moins 26 civils ont été tués par des frappes indiennes, des graves ruines matérielles dans le conflit entre les deux puissances nucléaires. Regardez. Ce sont des tensions qui s'intensifient entre les deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan. Cette dernière frappe indienne au Pakistan a fait de nombreux morts. L'armée pakistanaise a une politique proclamée de ce qu'elle appelle quid pro quo plus, ce qui est une manière élégante de dire quoi que fasse l'Inde, nous ferons au moins cela en retour, mais aussi peut-être un peu plus. Selon l'Inde, il s'agit des représailles à un massacre de 27 touristes indiens en avril dernier au Cachemire qu'elle attribue aux militaires pakistanais. L'hypothèse la plus optimiste serait que les militaires pakistanais réagissent d'une manière qui leur permette de défendre ou de restaurer leur honneur, mais que cela n'aille pas plus loin, qu'il n'y ait pas de cible fixée ou de pertes infligées, de telle sorte que la partie indienne doive répondre à l'attaque. Une scène de chaos et de tragédie, selon les habitants du Pakistan, où 26 civils ont été touchés meurtrièrement, parmi eux des femmes et des enfants. Ça sera tout pour ce soir. À présent, place au rappel des grandes lignes d'actualité. Élu ce jeudi 8 mai sous le nom de Léon XIV, le cardinal américain Robert Francis Prévost est le 267e pape. C'était à l'issue du 76e conclave de l'Église catholique. Le ministre de la Santé a salué la bravoure de la Croix-Rouge. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ce jeudi 8 mai. Fin complète de cette session d'information. Merci de votre attention et avoir soutenu. À demain.